Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une athlète qui incarne à la perfection l'esprit du skyrunning et l'amour des montagnes, Iris Pessé. Iris est une habituée des parcours techniques, des efforts verticaux et des projets audacieux. C'est un défi bien particulier dont elle va nous parler aujourd'hui, le record aller-retour de la Pointe Percée, ce sommet emblématique des Aravis qu'elle voit depuis chez elle au Grand Bornand. Le 14 juillet dernier, dans une atmosphère festive et chargée d'émotions, Iris s'était lancée à la conquête de cette Pointe Percée, un redoutable chantier où la technicité du terrain n'a d'égal que la pression qu'elle a pu ressentir. Car ici, dans son village natal, chaque pierre, chaque virage, chaque visage connu sur le parcours faisait de ce record un défi personnel autant qu'un exploit sportif. Iris va partager avec nous aujourd'hui cette course épique avec toute la sincérité et l'énergie qui la caractérise. Mais je ne vous en dis pas plus. Iris va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Salut Iris. Salut. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique après notre première rencontre, c'était l'été dernier à Chamonix à l'occasion de ta brillante victoire sur la MCC. Comment tu vas sur une échelle de 1 à 10, Iris? Sur une échelle de 1 à 10, 12. 12, nickel. Le max du max, au taquet. Quel temps il fait en Italie? En Italie, ça va. On a eu beaucoup de neige en début de semaine. On a galéré avec trouver des chaînes et compagnie. Et là, il fait beau, il fait froid. La neige va vite, donc c'est bien. C'est au championnat d'Europe de biathlon, là, jusqu'au 2 février, c'est ça? Voilà, c'est ça, championnat d'Europe. On est parti. Iris, on enregistre cet épisode le jeudi 30 janvier. Et il y a 21 ans, je suis sûr que tu le savais, le lutteur de sumo mongol Asaoryu devenait le premier nom japonais à atteindre le rang de Yokozuna, le plus haut titre dans le sumo. Asaoryu, il a imposé son style dans la discipline. Toi, c'est quoi ton move signature en trail ou en skyrunning? C'est le ravito furtif, c'est la descente en moonwalk, c'est le drapeau français à l'arrivée? C'est quoi la signature d'Iris Pessé? Je trouve ça très sympa de comparer mon gabarit à un sumo. Pas du tout, on ne parlait pas de gabarit. On parlait de style, on parlait de gens qui excellent au plus haut niveau. Mon style, c'est ma petite plume sur la casquette. La marque d'Iris. Ouais. Iris, on va se lancer dans le podcast. Il y a une question traditionnelle d'ouverture qui est une phase de présentation, mais il y a une contrainte pour toi qui est de ne pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas en détail doivent savoir de toi qui ne concerne pas directement le sport, puisque comme tu l'imagines, on va avoir le temps de développer un peu après. Pas de contrainte. C'est le slogan de Scott, mon partenaire. Pas de contrainte. Donc, je suis pas très contente qu'on m'en mette. On va libérer les vannes après, t'inquiète. Les contraintes, justement. Je suis quelqu'un d'assez impatiente et qui déteste qu'on lui impose des choses. Ça, c'est un gros défaut. Qu'est-ce qu'on peut ça? Je viens d'une famille où on est 2 paires de jumeaux. Ok. T'es la deuxième paire ou la première paire? Je suis la première paire. J'ai un frère jumeau. Ok. Et après, qui est né avant toi. Il le dit bien dans le film qui relate le record qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Sinon, j'ai beaucoup vécu à l'étranger depuis que je suis petite. Mais je suis pas du tout anglaise. Pourtant, tout le monde croit que je suis british. Et dès que j'ouvre la bouche et qu'ils voient mon accent à couper au couteau, ils se rendent compte que je suis pas du tout british. Voilà. Why do they say that? I don't understand. There is no reason. Non. Tu nous parles pas du Grand Bornand, Iris? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, le Grand Bornand, c'est synonyme de sport quand même, parce que c'est quand je suis à la maison, c'est quand je suis pas au travail. Et ma vie au Grand Bornand a beaucoup été axée autour du sport. Donc, ouais. En tout cas, domicilié et grandi au Grand Bornand, justement, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sport et à la montagne dans ta jeunesse? C'était très présent via tes parents. Je crois que ça t'a valu de louper peut-être même quelques journées de classe, cet appel de la montagne et de la nature. Ouais, c'est ça. J'ai des parents qui sont très, très loisirs. Pas compétition du tout. Et très loisirs. Ils nous ont toujours poussés à être dehors. Quand on rentrait de l'école, on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur jusqu'à ce qu'il y ait le soleil qui soit couché. Donc l'hiver, ça durait pas très longtemps. L'été, ça durait très très longtemps. Ouais, des parents qui nous ont toujours emmenés en rando. Mon papa, il travaillait dans le sport, mais lui, c'est pas un grand compétiteur, mais ouais, il nous a toujours incité. Quand on était gamin, il était président de la Fédération française de télémarque.
Donc beaucoup axé autour du ski. Ma maman, beaucoup de ski alpin. Elle faisait de l'escalade avant. Et ouais, ils nous ont toujours emmenés grimper en rando, faire du camping. Donc on a passé énormément de temps dehors en grandissant. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Puis vu que j'ai mon frère jumeau, j'avais toujours un copain avec qui aller faire des bêtises, des cabanes, courir dans les champs, faire du tracteur. Est-ce qu'il fallait arriver le premier au bout du champ ou en bas de la piste? Ouais, assez compétitif l'un avec l'autre. Et j'avais un frère qui était un peu poule mouillée. Donc je voulais toujours être un peu plus brave. D'accord. S'il y avait un truc de blanc, il me poussait pour voir si ça passait, puis après. Par devant. Voilà, je faisais comment t'appelles ça? Le truc pour pas faire sauter l'électricité. Ah oui, le fusible, c'est Je ça? faisais le fusible. Ouais. Et tes premiers skis, Iris, c'était à quel âge? C'était au berceau ou presque? Ouais, dans le jardin, dès qu'on a pu un peu marcher, ils nous ont mis sur des skis. On habite sur les pistes de ski de fond. Donc on avait des petits skis. C'est de la raquette, de la luge, tout ce qui était dans la neige depuis tout jeune. Ma maman nous emmenait tout le temps au ski alpin dès qu'il y avait de la neige fraîche. Fallait pas lui parler d'école. Ça fait un peu râler les maîtresses. Mais ça devait pas te faire râler toi beaucoup? Non, moi ça me faisait pas trop râler, non. Non, je crois qu'on a toujours eu le goût à être dehors, faire de l'exercice. Et ouais, beaucoup de ski alpin, beaucoup de snowboard jusqu'à la fin de l'école primaire. Et collège, mon frère faisait du ski de fond et moi, j'avais pas le droit de faire du ski de fond, ce qui fait que je lui laisse faire ses activités sans moi. Là, vu que j'aime pas les contraintes, comme je te l'ai dit, j'ai voulu faire du ski de fond et le rejoindre. Donc voilà. Donc après, je suis rentrée en sport-études en 6e, jusqu'à la fin de mes études à 23 ans. Et j'ai fini mes études en sport-études aux États-Unis. Et le biathlon aussi a pris beaucoup de place dans ta vie à ce moment-là? Ouais, le biathlon jusqu'à mes 18-19 ans. Et après, j'ai rebasculé en ski de fond parce que j'étais pas assez patiente pour le tir. C'était quoi ton rêve, là, si on en reste à ton adolescence? La plus belle chose qu'on pouvait te souhaiter, c'était de devenir championne de biathlon. Tu avais déjà des aspirations de haut niveau sportif? Ouais, je voulais devenir championne de biathlon, mais je savais que le biathlon, quand même, c'était compliqué. Ouais, le tir... Du coup, je disais biathlon ou peut-être ski de fond quand même. Même que j'étais purement biathlète, j'ai jamais été trop fermée à l'idée de faire que du ski de fond. Ça m'a pris quelques années à concrétiser que le biathlon n'était pas pour moi, avant de rebasculer en ski de fond qui me correspondait beaucoup plus. Mais je me suis acharnée un moment. Mais ça m'a beaucoup appris, je pense. On apprend plus dans les défaites et les choses dans lesquelles on n'est pas bonne que dans les choses où c'est facile. Ouais, quand ça se passe bien, effectivement, il y a moins d'enseignement. Je voulais qu'on parle d'une première expérience qui était assez marquante et qui est peut-être assimilable à du trail. C'était à l'âge de 14 ans avec ton papa, qui a eu bien du mal à te suivre ce jour-là. Est-ce que tu vois à quelle journée je fais référence? Est-ce que c'est à un moment où lui, visiblement, a pris conscience de tes qualités? Est-ce que toi, t'attaches aussi un souvenir assez particulier à ce moment-là? Eh ben, c'est marrant parce que mon papa, il a parlé de cette journée-là dans un interview pour un film qui a été réalisé il y a quelques années. Et ça m'avait pas marqué sur le coup, non. Parce que, ouais, c'est vrai que mon père, en fait, j'avais voulu aller à un autre endroit, courir, et l'orientation, ça n'a jamais trop été mon point fort, et il m'a emmené, et je me suis trompée de montagne. Et donc, il m'a rappelé, en fait, le temps de redescendre et de remonter l'autre versant. Je suis quand même arrivée avant lui, et je pense que ça lui a mis un peu un coup de, oula, ma fille, maintenant, elle a plus la caisse que moi. Et moi, je me suis rendu compte de rien parce que j'étais pas du tout dans l'optique d'être en compétition avec mon père, et je pense que j'ai même pas réalisé qu'il arrivait pas à suivre, quoi. Ouais. T'es juste dans le plaisir et dans savourer le moment, c'est ça? Je me souviens d'être allée en montagne avec lui ce jour-là et de m'être trompée et compagnie, mais l'aspect me comparer à mon père, non, ça m'a jamais effleuré jusqu'à ce que lui en parle 20 ans plus tard quasiment. Là, à partir du moment où tu as commencé à te consacrer un peu plus à la course à pied, est-ce que très vite les aspirations vers le skyrunning se sont dessinées? Est-ce que tu as ressenti très fort cet appel de tes terrains de jeu qui soient techniques et plus courts? Est-ce que c'est très vite ça dont tu as eu envie? Ça a été un peu dur mes débuts en course à pied parce qu'en fait, j'étais que 3 mois de l'année en France. J'habitais en Australie à l'époque. Mmh. Et donc, je faisais des courses et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que moi, ce qui me correspondait, c'était les montées, les techniques. Et moi, ce que j'aime, c'est être en montagne et courir dans les Aravis. Et il y a quand même pas trop de plats, il y a pas trop de chemin roulant, c'est vite de la caillasse. Et j'aime pas en fait trottiner dans la vallée. Enfin, moi, je veux aller sur les sommets. Et donc, ouais, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc, en fait, il y a jamais eu de vraie révélation. Parce que j'ai toujours fait ça dans mon entraînement en tant que biathlète, que fondeuse. Après, quand j'ai arrêté le sport, ouais, j'ai toujours aimé courir en montagne, même quand j'habitais aux États-Unis.
Je faisais que de râler que leurs montagnes, c'était pas des vraies montagnes, c'était des collines. Ça les énervait un peu. Et donc tu continuais. Donc je continuais, ouais, comme une vraie Française. De toute façon, c'est mieux chez nous. J'y étais quand même bien. Ouais, non, il n'y a pas. Puis après, j'ai fait quelques courses de skyrunning et je me suis rendu compte que ça me correspondait. Le circuit me correspondait. Il y avait pas. Ouais, je me suis sentie bien dessus direct. Mais j'ai mis longtemps à vraiment me mettre sérieusement à la course à pied. J'ai toujours fait du sport, les gens diraient sérieusement, mais moi, c'est pas du tout une contrainte pour moi, en fait, de m'entraîner. Donc oui, j'ai toujours énormément couru. Et après, je suis rentrée chez Scott, mais c'était hors de question de dire non à ma vie, à mon travail que j'avais en Australie. Donc je faisais pas vraiment des saisons complètes, je faisais 2-3 mois en France et après je retournais travailler en Australie le reste de l'année. Donc ouais, il y a pas eu un moment où je me suis dit tiens, ça y est, je deviens pro, quoi. Ouais. Et toi, tu trouvais ton bonheur dans cet équilibre-là, en fait, de pas avoir de surpression sur la course à pied, de pouvoir agencer ta vie et tes autres piliers de vie comme tu voulais. J'ai eu cette pression quand on m'a demandé de rentrer au club à Saint-Julien-en-Genevois. J'ai refusé d'abord parce que je sortais du ski de fond qui était très compète, où j'ai fait énormément de sacrifices pour le sport de haut niveau en ski et je voulais plus du tout m'imposer ça. Je voulais plus avoir de coach, je voulais plus avoir de pression externe, qu'on m'impose des compétitions, qu'on m'impose des entraînements. Je voulais vraiment être libre, faire à la sensation et au plaisir. Et ouais, j'étais très très freinée à l'idée puis même chose, je suis toujours un peu de me dire je suis athlète. C'est quelque chose que j'aime pas forcément. Ouais, j'ai du mal à, comment dire en français, à assimilate, à relater, quoi. À m'identifier en tant qu'athlète pro, c'est quelque chose, j'y arrive pas. Tu as partiellement répondu à cette question, mais je voulais avoir ton regard sur ton rapport à la compétition. Il y a une double question, c'est à quel point pour toi ça compte quand c'est dans un cadre officiel versus le record dont on va pouvoir parler aujourd'hui ou des off, tu vois, est-ce que ça a une saveur particulière pour toi et plus grande? Et au-delà de ça, la question de la performance versus le plaisir, de ce qu'on comprend de ce que tu me dis depuis le début, c'est qu'elle reste quand même secondaire, c'est pas nécessairement ta clé d'entrée dans ta pratique. Ouais, le plaisir, c'est la clé, c'est clair. J'ai les séances qui me plaisent pas à faire, j'ai du mal à me les imposer. Et je pense que c'est un peu là où je pêche, où j'ai du mal à passer des caps. Mais en même temps, tu es très rigoureuse dans ta prépa, tu dis. Tu peux être besogneuse aussi sur les choses qui te plaisent moins et parce que tu es au service de ton objectif et que voilà, tu t'appliques. Parce qu'en fait, les choses qui me plaisent pas, je sais pourquoi je les fais. Si on me disait de les faire parce qu'il faut le faire et que je voyais pas qu'est-ce que ça allait m'apporter, c'est clair que je le ferais pas. Concrètement, les étirements. Je sais qu'il faut en faire. Je suis bien consciente, mais ça. Pas dans cette vie-là. J'en fais pas ou j'en fais pas. Moi, c'est le renfort, tu vois, dans un autre style. Ouais, j'ai un peu ce problème-là aussi, c'est ça. L'hiver, le renfort. Ça passe après. Et les off et les projets comme ton record à la pointe PC, c'est aussi important pour toi d'avoir dans l'année des petits jalons comme ça qui sont des nœuds de pression, de résultats liés à un dossard? En fait, on me demande toujours, tu fais quelle distance, tu vises combien de temps et compagnie, mais je sais jamais quoi répondre parce qu'en fait, je choisis mes courses par rapport à ce qu'elles m'inspirent et pas à ce que. J'ai fait l'erreur d'aller sur certaines courses pour des sponsors, pour de la visibilité médiatique, pour des prize money, et ça n'a jamais marché. Moi, il faut que ce soit une motivation qui vienne du cœur, des tripes, et c'est ce qui va me faire vouloir me donner à fond, m'engager pleinement sur mon effort. Et si ça, je l'ai pas et que ma motivation, elle est parce qu'on m'a influencé à faire quelque chose, parce que je me suis sentie forcée, ça. Alors que des fois, je me dis, allez, Iris, ça serait bien que tu ailles faire, par exemple, le 42 km de Davos. J'adore Davos en plus. Et c'est un parcours assez plat, roulant. C'est Scott qui organisait. Ils m'ont dit, ce serait bien que tu viennes et compagnie. Et je me suis dit, ouais, ça peut être cool. Et en fait, j'avais pas envie au fond de moi. Et j'ai essayé de me convaincre que c'était une bonne chose d'aller faire cette course. Et je suis passée à côté complet. Enfin, j'ai fait 4e, c'est entre guillemets une place d'honneur, mais j'ai pas du tout réalisé la course que j'avais espérée et j'ai pas du tout profité de mon effort parce qu'en fait, l'idée de faire la course, elle venait pas de moi et ouais, c'est pas un truc qui me plaisait, quoi. T'as subi plutôt que choisi. Ouais. On le sent dans tes choix et dans ce que t'expliques sur la façon dont tu prévois ton calendrier de course et puis dans ta nature, dans ton caractère. Est-ce que c'est le côté très instinctif
C'est des choses qui ont pu te jouer peut-être des tours parfois en course. Est-ce que tu arrives aussi à intégrer une dimension un peu plus rationnelle quand tu es dans l'effort, quand tu es dans des courses, etc., d'être plus dans le calcul? Ou est-ce que tu as ce côté, ce tempérament à aussi te laisser porter par les émotions? Est-ce qu'il peut être très positif, parfois te jouer des tours? Ouais, je me laisse beaucoup porter par les émotions, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. C'est vrai que des jours où si personnellement ça va pas, les personnes qui disent je suis en deuil ou je viens de me séparer de mon mec, ça va me donner la rage, je vais me défoncer et tout. J'y arrive pas. Ça me marche pas du tout chez moi. Moi, j'ai besoin d'être heureuse, épanouie dans ce que je fais, d'avoir des gens qui m'entourent, qui m'amènent de l'énergie positive. Et ça, si je l'ai pas, c'est vrai que je passe à côté. Et je pense que je suis passée à côté de beaucoup à cause de ça dans le ski. J'étais vraiment dans les structures fédérales, les qualifications, être sélectionnée par les recruteurs et compagnie. Et toutes ces courses-là, je suis toujours passée à côté. Et dès qu'on m'enlevait la pression, que je faisais des courses parce que j'avais envie ou que j'avais plus rien à perdre, c'était comme si mes capacités physiques, elles étaient déculpées. Et j'ai toujours été frustrée avec ça. Et je suis jamais arrivée, je pense, dans ma carrière de skieuse, à mettre le doigt dessus au pourquoi. Et j'ai jamais fait de préparation mentale. Et là, avec le recul d'être... parce que je crois pas que je l'ai dit jusqu'à présent, mais je suis entraîneur de biathlon à l'heure actuelle. Et avant, j'étais entraîneur de ski de fond pour l'Australie. Et de voir des athlètes se mettre dans ces schémas, et ben, j'ai compris, moi, ce que j'avais fait, ce qui m'avait manqué. Et du coup, c'est plus facile aujourd'hui, avec tout ce recul, de ne pas le reproduire en course à pied. Ça m'arrive encore de retomber dedans, parce que on est humain. Et que c'est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres que chez soi dans le sport. Oui, et puis la fatigue, la perte de lucidité aussi dans l'effort peut expliquer des décisions parfois pas tout à fait maîtrisées. Ouais. Tu es capable de me dire tes qualités, ce que tu penses bien savoir faire ou sur les choses sur lesquelles tu as une forme de talent ou en tout cas quand tu travailles ça paye, que ce soit d'un point de vue physique, mental? Est-ce que tu as des zones d'optimisation que tu as identifiées sur lesquelles tu travailles et que tu as envie de réussir à corriger? Ouais, je pense que j'ai la capacité de vraiment, quand j'ai envie de bloquer des émotions ou des moments, j'arrive vraiment à le faire. Quand j'arrive vraiment à switcher d'un mode à l'autre. Le matin, je me lève là quand je suis au travail à 5h30, 6h. Et ben, je sais que jusqu'à 7h30, je vais courir. Et ce qu'il y a autour, je mets une énorme barrière mentale et je le laisse pas venir entamer mon moment. C'est pas toujours, hein, des fois c'est trop fort et ça me dépasse, hein, mais t'arrives à cloisonner quand même. S'il y a des choses qui me motivent, je suis vraiment capable de me mettre des coups de pied aux fesses et de pas me trouver des excuses. Enfin, j'ai quand même beaucoup couru avec des blessures, des débuts de fractures de fatigue, des tendinites et compagnie. Et si je me dis mais en fait ça va, c'est pas des blessures qui vont durer. Par exemple, si je sens que j'ai mal au tibia, je vais aller faire du vélo. Et ben, j'arrive à complètement oublier ce genre de soucis physiques et me recentrer sur autre chose, quoi. Iris, tu as fait preuve de grande constance là, sur tes dernières saisons de skyrunning. Voilà, toujours très bien placé. Tu as rarement déçu ou tu t'es rarement déçu, j'imagine. C'est quoi la course dont tu es le plus fier à ce jour? Celle que tu as eu le sentiment de maîtriser le plus, la plus accomplie, celle sur laquelle tu changerais rien? Si, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que j'ai été très inconsistante. C'est vrai? C'est cool que tu me voyais comme constante parce que, ouais, je trouve que je suis quelqu'un qui a des gros hauts et des gros bas. Ok. Ouais, mais quand il y a des gros bas, je les accepte pleinement parce que ça fait partie du sport. Et la course dont je suis la plus fière, ouais, comme on a parlé un peu au téléphone, c'est sûrement c'est pas une course en fait, c'est un projet. C'est d'avoir fait l'aller-retour depuis l'église de mon village au sommet de ma montagne préférée. Ça tombe bien, c'est notre course épique d'aujourd'hui, Iris. C'est ça dont on va parler. Ouais. La vie est bien faite quand même. La vie est bien faite. Ouais. Et en compète, est-ce qu'il y en a une? Est-ce que, par exemple, la MCC, on s'était croisés cette année, est-ce qu'elle compte un peu plus que les autres? La MCC compte pas du tout parce que c'était pas du tout un objectif. Mais j'étais très très satisfaite parce que mon objectif majeur était 2 jours avant. Et je suis passée complètement à la trappe. Sinon, quand tu dis que je suis consistante, non, j'étais à Zermatt, à l'Ultrax, et j'ai fait 6e et ça n'a pas du tout été. Et en fait, j'ai juste vu que c'est pas que j'étais pas en forme, c'est que mentalement, j'étais pas dedans, je suis partie trop vite. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont expliqué ma contre-performance. Et je suis arrivée à me remobiliser sur cette course qui pourtant était une course imposée que j'avais pas envie de faire. Mais en fait, il y a toutes mes copines qui étaient là et ça m'a motivée. Et j'avais envie, je pense, de me prouver des choses ce jour-là. Et de me dire, tu vaux mieux que ce que tu as fait avant-hier. Et je me le suis prouvé. Donc, j'étais contente. Après, la MCC, beaucoup de gens le mettent en avant, mais
pour moi, c'est pas une vraie performance parce qu'il n'y avait pas la densité qu'il y avait sur les autres courses que j'ai fait cette saison. Avec tout le respect que j'ai pour les autres participants, il n'y avait quand même pas la densité de compétition des autres. Si je reprends là sur l'exemple que tu prends et ta 6e position, est-ce que ta clé de lecture, malgré tout, ça reste la position pour interpréter ta course ou ça va plutôt être ton état d'esprit, tes sensations? Est-ce que tu peux arriver 17e d'une course et te dire que c'est une course que tu as super bien réussi et sur laquelle tu es super confiante, ou est-ce que ça veut forcément dire podium de toute façon? Non. Bah après, les athlètes, on aime bien gagner, hein, c'est clair. Mais non, une des courses où je suis très très fière de moi, c'est j'ai fait 21e, je crois, aux sélections pour les championnats d'Europe de course verticale. Et en fait, j'avais repris à courir l'avant-veille. Je me suis fait opérer cet hiver. J'ai fait 3 mois sans courir. Je suis allée voir le chirurgien. Il m'a dit, tu peux recourir. Et le lendemain, je me suis pointée sur une des courses les plus relevées de l'année en France, avec tous les sélectionneurs, les sélectionneurs pour l'équipe de France, les sélectionneurs pour les marques et compagnie. Et j'ai pris une énorme tôle. Et pourtant, en fait, je sais qu'avec les moyens physiques et l'entraînement que j'avais ce jour-là, j'aurais pas pu faire mieux. Et en fait, j'étais super contente. Et pourtant, tout le monde pensait que j'allais être déçue. Ils me disaient, mais tu sais, c'est pas grave. Et je crois que j'étais la seule qui était contente ce jour-là de moi. Ouais. Iris, tu l'as évoqué tout à l'heure. Je voulais qu'on conclue cette partie introductive là-dessus. Là, aujourd'hui, donc, tu entraînes l'équipe d'Angleterre de biathlon. Tu as entraîné l'équipe d'Australie de ski de fond, ce qui t'a amené à pas mal te balader un peu plus jeune dans la vie. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette casquette? Et à contrario, qu'est-ce qui te sort le plus de ta zone de confort là, quand tu es dans ce périmètre et dans ce rôle? Alors, maintenant, tu exerces depuis un petit moment, donc c'est probablement plus simple et tu as déjà t'es beaucoup plus en maîtrise. Mais voilà, si tu devais dire en gros peut-être le plus inconfort sur le principe et que tu as peut-être appris à domestiquer, et à l'inverse, ce que ça t'apporte d'avoir cette casquette complémentaire, à quel point peut-être ça peut relâcher une forme de pression sur toi, ton statut d'athlète de haut niveau? Je pense que ce qui me sort de ma zone de confort et ce que je trouve le plus dur, c'est aussi ce qui m'apporte le plus. Gérer de l'humain, notamment les émotions des autres. Je trouve que déjà gérer ses propres émotions, c'est un challenge et c'est quelque chose qu'on ne met pas assez d'intention là-dessus. Alors gérer les émotions des autres et gérer des dynamiques de groupe, c'est ce que je trouve vraiment dur. C'est le plus beau et c'est le plus dur. C'est les deux. Ouais. Et par contre, ça m'apporte énormément parce qu'on apprend, on prend du recul, on se pose des questions et on se sent utile, tu vois. Je trouve que le sport de haut niveau, c'est égoïste parce qu'en fait, on fait tout pour soi et on n'apporte rien à la communauté, au monde quand on fait une performance et qu'on s'entraîne. Alors que là, de devoir faire en sorte que les autres soient dans de bonnes dispositions pour s'entraîner et performer, c'est ultra challengeant parce qu'en plus, tout le monde est différent. Je vais pas faire du copier-coller de ce je voudrais qu'on fasse pour moi parce que on veut pas tous les mêmes choses. Et donc, ça apporte énormément, ça ouvre les yeux, puis même au niveau du cœur et de nos émotions, ça nous ouvre, je pense. Merci beaucoup Iris, c'en est fini pour cette partie introductive. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 redoutables questions pour toi. J'espère que tu es prête. La première, c'est un choix dans ta vie qui aurait pu peut-être te paraître insignifiant sur l'instant, mais qui a finalement changé assez radicalement le cours de ton parcours ensuite. Ouais, c'est une rencontre. J'étais au championnat du monde universitaire en Slovaquie, en ski de fond. Et j'ai rencontré un jeune homme qui m'a proposé d'aller boire un verre. Et au début, j'ai dit non et compagnie, je suis pas intéressée, j'ai un copain là. Et il a insisté, il me dit non, mais je faisais les commentaires sur Eurosport aujourd'hui, j'aimerais te parler. Et j'y suis allée et 6 mois plus tard, j'ai déménagé avec lui aux États-Unis. Et il était américain? Il était norvégien. Et en fait, il m'a proposé une bourse pour aller étudier aux États-Unis et me sortir de ce système de sélection, équipe de France et compagnie pour du sport universitaire américain. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté et ma vie, je pense, elle a beaucoup changé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il était au sommet de la Pointe Percée ce 14 juillet. Il avait perdu son visa pour travailler aux États-Unis 10 ans plus tard. Et du coup, il était venu se réfugier en France. Chez moi, et c'est tombé pendant ce record, et de l'avoir là, ce jour-là, au sommet, mais joli symbole. C'est incroyable parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et que je vois pas assez. Merci beaucoup Iris. La deuxième question, l'émotion que tu gères le moins bien? La frustration. Quand j'ai pas ce que je veux, c'est vrai que je suis assez impatiente. T'es comment? T'es colère ou t'es renfrogné? Tu boudes ou tu t'engueules tout le monde? Ouais, je me renferme. Je me renferme, je pense. Donc on le voit, quand t'es frustré, ça se voit. Ouais. Et je suis pas speed énervée, par exemple, au volant, mais avec, par exemple,
les gens dans la queue du supermarché qui sont lents, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui font attendre tout le monde avec ce genre de trucs. J'ai pas de patience. Et ça, c'est dur au travail de pas avoir de patience avec les gens qui sont pas efficaces au moment où il faut être efficace. Et je dis pas que je le suis tout le temps, hein. J'ai mes moments comme ça où je suis pas efficace non plus, hein. Genre, les matins quand j'ai un peu trop picolé la veille. Voilà, au travail. Ouais. Coupable. Toute ressemblance avec une personne ici présente serait fortuite. Voilà. Ce matin, par exemple. Je m'attendais. Ouais. Dernière question de cette rubrique. Si tu pouvais être une saison pendant une année entière, laquelle tu choisirais et pourquoi? L'hiver. L'hiver, parce que c'est là où il y a toutes les possibilités. En fait, j'adore les sports de glisse, le ski, voilà. Donc, on peut faire ça l'hiver, mais on peut quand même courir, on peut quand même aller faire du parapente. Ce que j'aime pas, c'est les jours courts dans l'hiver, par contre. Mais j'aime trop la neige. Et la neige, je trouve que ça nous empêche pas de faire de la cascade de glace. Il y a quand même de l'escalade possible l'hiver. La montagne se pratique différemment, mais c'est tout aussi beau. Donc, ouais. Chérissons-la tant qu'on en a. Ouais, c'est triste. Hein. Ouais, tu vas plomber l'ambiance. Hein. D'habitude, c'est moi qui me plombe, mais alors... Référez-vous à l'épisode sur la MCC pour voir de quoi Iris parle. Iris, je vais rapidement présenter la course épique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, elle a de courses plus ou moins, c'est pas tout à fait approprié, c'est plutôt un record. C'est celui de la Pointe Percée, donc, qui culmine à 2750 mètres d'altitude, le point le plus élevé de la chaîne des Aravis, en Haute-Savoie. Tu le vois de ton balcon. Ouais. Voilà, tu la vois, cette Pointe Percée. Son nom provient d'un orifice naturel qui est situé près du sommet sur son arête nord-ouest. Le sommet était également appelé Mont Fleury au 19e siècle, je suis sûr que tu le savais. L'ascension, elle est réputée pour être extrêmement technique, avec des passages sur des rochers calcaires, sculptés par l'érosion, et je ne parle pas de la descente, évidemment. Les randonneurs ou les coureurs, dans ton cas, évoluent dans un environnement qui est minéral, avec des vues imprenables sur les combes des Aravis et au loin, la Tournette, près d'Annecy. Gédéon Pocha a établi en 2020 un record de l'ascension seul de cette Pointe Percée en 1h37. Il est redescendu, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, il ne s'est pas pressé pour le faire. C'était pas l'objet de son record. Toi, tu as décidé de te lancer donc, en juillet dernier sur ce record de l'aller-retour, sur lequel il n'y avait pas de référence. Donc, le départ se fait au Grand Bornand, à la maison. Et ça, c'est un chantier qui compte 29 km et 1900 mètres de dénivelé positif. Il y a 3 grosses parties. Hein. On aura l'occasion tout à l'heure, quand tu nous raconteras la course, de rentrer un peu plus en détail. Mais il y a un gros segment de route au début que tu n'adores pas trop. Non. Un petit cavet derrière sur 4 km et puis 500 mètres de dénive pour atteindre le sommet avec des parties extrêmement techniques et dangereuses où il vaut mieux ne pas se louper. Est-ce que j'ai à peu près planté le décor comme il faut pour nos auditeurs avant que tu nous racontes plus en détail ton expérience? Je vois que tu as très bien fait tes devoirs. Tu as beaucoup mieux fait ce podcast que je ne l'ai fait. Je suis fière de toi. Tu as le talent pour laisser place à l'impro et être parfaitement fluide. Faire la belle parleuse. Moi, j'ai besoin de bosser. Ouais. Tu le fais très bien. Ça se passait très bien, Iris, mais avant qu'on se lance dans ta course épique, il y a une rubrique dans le podcast qui s'appelle La question qui pique, de course épique. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Pointe Percée. Qui dit Pointe Percée dit un peu bricolage et perceuse. Donc, je vais te poser 3 questions sur le thème de la perceuse. Ça va être un vrai-faux. Donc, il faut que tu me dises si mon affirmation te semble vraie ou pas. Ouais. Je sais que tu es calé en perceuse. Je sors de 4 mois de travaux, donc je devrais être au top. T'es nickel, tu vas voir, c'est des questions extrêmement intelligentes. En 2012, le Canadien Ryan Stock a établi un record en insérant une mèche de perceuse de 11,43 cm dans son nez. Vrai ou faux? 11 cm, tu dis? 11,4, ouais. Ouais, je pense que c'est possible. Quand tu vois les tests Covid. Alors effectivement, il a réalisé d'autres performances impressionnantes. Celle-là, elle est déjà pas mal. Il a tiré une voiture de 725 kg en l'insérant un crochet à travers sa cavité nasale et sa bouche. Voilà. Ouais, super idée. C'est des records assez brillants, je trouve. Donc, en tout cas, ça te permet d'avoir une première bonne réponse dans cette question qui pique. La deuxième, en septembre 2007, Ti Gai-Yang a réalisé 141 rotations en 1 minute en étant suspendu au plafond par une perceuse. 140 rotations par minute? 141 rotations et en 1 minute. Ah, ça paraît beaucoup en 1 minute, ça fait quand même beaucoup de tours à la seconde. Non, c'est faux. Alors, je suis un peu ennuyé parce qu'en fait, c'est vrai, mais la source, c'est Topito. Je ne sais pas si tu connais ce site. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'autres sources concordantes. Donc je ne sais pas si on peut complètement faire confiance à cette réponse. Mais en tout cas, voilà, il semblerait, selon eux, que c'est vrai. Mais on ne va pas le compter comme une mauvaise réponse. Donc tu restes sur le grand chelem. Dernière question, c'est là où tout va se jouer. Un bricoleur a percé un tunnel de 15 mètres à travers une paroi rocheuse avec une seule mèche de perceuse et une seule batterie. C'était du carton, ça grotte, là? Non, ça me paraît pas possible avec une seule batterie. C'est complètement faux, évidemment. Bravo, Iris. Tu n'as pas du tout dévissé, en tout cas, sur cette question qui pique. Je suis fier de toi.
Place désormais au clou du spectacle, qui est donc ton record sur la pointe percée. Ce projet, il y a une dimension sportive, mais la réalité des choses, c'est que c'est quand même avant tout une histoire de territoire. C'est lié à ton attachement viscéral au Grand Bornand. C'est ça la naissance et la raison d'être de ce projet avant tout. Ouais, c'est la maison. C'est un peu les réflexions que j'ai eues ces dernières années sur ma pratique du sport et pourquoi toujours aller plus loin. Il y a l'été d'avant, on a fait Andy Simon a fait l'UTMB en vol rando. Donc, c'est les montées à pied, puis les descentes en parapente, et je l'accompagnais. Et je les ai bassinés, le Mont Blanc, la porte percée. Et le producteur du film qui a fait ce film sur le tour du Mont Blanc en parapente, il m'a un peu pris vraiment au pied de la lettre. Il m'a dit le jour où tu fais le record de la pointe percée depuis l'église, je viens et je te filme. Et moi, je pensais que ça allait pas donner suite. Et finalement, un an plus tard, voilà. Exactement un an plus tard. Qu'est-ce qu'il a fallu la mettre en œuvre entre le moment où cette décision est prise et la réalité des choses? On va revenir un peu sur ta préparation, sur ta blessure, etc. Mais c'est quoi les grandes étapes et les grands cycles de cette préparation? Il faut ensuite aller chercher des sponsors, des partenaires. Le vrai premier sujet, c'est d'abord le financement, ou c'est plutôt, je sais pas, étudier la faisabilité, le tracé, enfin... J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de préparation. Parce qu'en fait, j'en parlais avec Alex, on en rigolait. Puis un jour, on s'est dit, Alex qui a réalisé le film. On va vraiment le faire. Et en fait, lui, il voulait juste venir avec sa caméra tout seul et puis me filmer au sommet de la pointe percée et qu'on redescende et que je me fasse mal jusque voilà. Puis j'en ai parlé à 2-3 autres personnes. Ils m'ont dit c'est cool comme projet. Bon, on s'est un peu lancé dans le truc. Et après, Alex il me dit on n'en parlerait pas à l'Office du tourisme du Grand Beau. On fait ça le 14 juillet pour la fête de la montagne. Mais c'était presque un peu comme une blague, enfin un peu second degré. Et puis finalement, on s'est dit ouais. Et une semaine avant, en fait, j'en avais parlé un peu à mes proches, mais j'avais pas trop annoncé. J'en avais pas fait un étalage. Et en fait, tout le monde s'est intéressé au projet. Et ça m'a mis un méga coup de pression. Je me suis dit en fait, les gens ils sont trop intéressés, alors que calmez-vous. Enfin, je vais faire la pointe percée, c'est très lambda quoi. Mais en fait, il y avait tellement d'enthousiasme que tout le monde s'est joué au jeu. J'en ai parlé aux partenaires. Ils n'ont pas accroché tout de suite. Et après, en fait, je pense qu'il y en a un qui s'est accroché, puis l'autre, et ça a fait effet boule de neige. Et ça a pris l'ampleur que ça a pris, qui m'a clairement fait paniquer. Mais bon, il fallait y aller, quoi. Donc, on y allait. Iris, avant ça, je voulais qu'on reparte un tout petit peu plus tôt dans ton année. Donc, l'année, elle a été contrariée par un accident de parachutisme. Voilà, tu as laissé un petit peu ton épaule dans la bataille. Ah, démonstration. Alors, la grosse cicatrice. Voilà. Ah ouais, spectaculaire. Ma pauvre. À l'hôpital, tu t'es filmé en selfie, tu as l'air d'en rire, mais effectivement, je pense que c'est assez costaud quand même. Mais je pense que tu as un petit gaz hilarant, c'est ça? Non, je sais pas ce que tu as dans ton masque qui te relaxe. Ouais, alors cette vidéo-là, c'était pas en parachute. Parachute, c'était il y a quelques années, mais c'est là où ça a vraiment fait des dégâts. La vidéo dont tu parles, j'étais au travail en Allemagne. Je faisais faire de la musculation à un de mes athlètes et sur un exercice de musculation, il m'a mis un coup de pied dans l'épaule et l'épaule et la tête du bras est sortie et est venue se mettre derrière l'omoplate. Donc j'étais bloquée en l'air avec vraiment le bras de l'autre côté de mon dos. Donc on n'arrivait pas à le débloquer et le remettre en place. Ils m'ont emmené aux urgences, ils m'ont mis des gaz. Et c'est vrai que ils ont fait leur petit effet, les gaz. Je rigolais vachement. Tu l'avais dit quoi pour qu'il te donne ce coup de pied dans l'épaule? Je sais pas, j'avais dû le contrarier. J'avais pas dû comprendre. La violence n'est pas une réponse. Ouais, je sais pas ce que je lui avais fait. Il s'est jamais excusé en plus. Non, puis au début, ils rigolaient tous et je disais non, mais là, faut vraiment appeler une ambulance. Il n'y en a pas un qui parlait allemand dans l'ambulance, qui parlait anglais. Ça parlait tout allemand, je comprenais rien. Donc j'ai une petite athlète double citoyenne qui parle allemand, qui est venue avec moi, qui a beaucoup filmé elle aussi. Elle m'a dit, je t'ai jamais vu aussi drôle, coach. J'étais sympa. Et ouais, et la dernière chose dont je me souviens, c'est le médecin qui m'endort et il me dit là, on va faire anesthésie générale et tu verras demain matin quand tu te réveilles si on t'a opéré ou pas. Et en fait, ils m'ont pas opéré. Je me suis dit voilà. Et 3 semaines après, j'avais la finale des Skyrunning. Donc j'y suis allée comme j'ai pu avec un bras qui tenait à moitié dans une attelle. Et le lendemain, je repartais au travail en Suède.
Donc j'y suis allée. Et puis quand je suis rentrée à Noël, je me suis dit, il faudrait quand même faire vérifier ce bras. Donc je suis allée faire une échographie, je sais plus comment on appelle ça quand ils mettent du liquide pour voir les tendons. Et en fait, le médecin il m'a dit non mais là, c'est opération d'urgence, on t'opère la semaine prochaine. Et en fait, j'avais la tête de l'os qui était cassée en 3 morceaux, enfin à 3 endroits, et plus de tendons ni devant ni derrière, il n'y a plus rien qui tenait. Ça tenait que avec le muscle en fait, et j'avais établi des réflexes pour pas que mon épaule elle sorte tout le temps. C'est des axes, ouais. Et moi, j'ai refusé de me faire opérer direct parce qu'il fallait que j'aille travailler en Corée. Et quand je suis rentrée de Corée, je me suis enfin fait opérer. Et j'aurais pu attendre jusqu'à cet automne pour me faire opérer. Et en fait, c'est trop important pour moi d'être en bonne santé plutôt que parce que je me dis, je vais faire la saison trail, puis après, je vais courir. Et puis, pendant ma coupure annuelle de l'automne prochain, je me ferai opérer. Et tout, mes parents et tout me disaient, ça c'est peut-être la bonne solution parce que sinon, cet hiver, tu vas être insupportable. Et puis, la saison d'après, elle est compromise. Et en fait, moi, j'avais pris la décision dans ma tête que la santé, ça passait avant. Et j'en avais marre d'avoir peur sur plein de mouvements pour mon épaule qui était vraiment pas stable. Et là, j'en avais vraiment pris conscience. Donc, je me suis fait opérer et voilà. Mais j'ai passé. Et voilà, t'as une belle cicatrice maintenant. Non, j'ai une belle cicatrice. Je peux faire croire que je me suis fait attaquer par un crocodile. Iris, est-ce que tu as mis en place des choses particulières là, pour cet objectif, ce record? Est-ce que tu t'es juste globalement appuyé sur ta prépa, sur tes cours, sur les manches de skyrunning? Est-ce que c'était ça ou est-ce que tu as vraiment fait du spécifique ensuite pour ce record-là? Non, mais je pense que du moment où je me suis dit, j'ai envie de faire ce record, si on peut appeler ça un record vu qu'il n'y avait pas de record à la base, j'avais beaucoup de courses autour et c'était pas un objectif majeur dans un calendrier de course classique, mais par contre, à partir du moment où j'ai affirmé en fait que je voulais faire ça, tous les autres compétitions et compagnie, c'est un peu passé en second plan en termes d'objectifs. Et vraiment, je pensais qu'à ça, quoi. J'étais là, ok, je veux être sur les Coupes du Monde de skyrunning les semaines avant, après, mais je veux faire ça bien en fait. Et je voulais vraiment m'impliquer à 100% et je me suis quasiment jamais autant investie dans un objectif physique, enfin sportif, physiquement, mentalement et compagnie. Alors qu'en fait, il y avait rien à gagner, quoi. Et puis rien à perdre non plus parce qu'il y avait pas de record. Donc, si j'aurais mis 9 heures de temps, mais j'aurais pas eu la satisfaction d'avoir été au bout du truc, quoi. Et là, j'avais vraiment envie d'aller au bout et de faire aussi bien que ce que je pourrais. Et je pense que là, à ce niveau-là, j'ai rempli le contrat. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu avais une connaissance parfaite là, du parcours et du massif? Tu connais chaque caillou? Je l'ai bien repéré. La vallée de Bouchet, de toute façon, voilà. Le goudron, c'est pas très compliqué. Et la première montée, un peu, mais en fait, j'ai jamais pu la repérer. Jamais. Depuis 2 ans. Parce que, soit j'étais à l'étranger, soit après, il y a eu l'accident. Et en fait, jusqu'au jour du record, il y avait trop de neige pour monter au sommet. Donc, j'ai jamais pu y aller. Donc, en fait, oui, d'ailleurs, quand tu as vu cette neige-là, ça a été une crainte que ça puisse mettre en péril la tentative. Et le jour du record, c'est vrai que le sommet, j'étais plus trop sûre de moi. Donc, j'avais regardé sur des cartes. Mais j'étais un peu, je vais y aller, Inch'Allah, et puis on verra, quoi. Après, j'avais des pacers. J'avais des gens avec moi sur le parcours. Des gens que j'affectionne beaucoup. Et donc, ça aidait. Et puis, c'est vrai que je l'ai fait énormément de fois dans ma vie, donc je vois très bien où ça passe, mais j'ai pas fait de repérage du projet, en fait. Enfin, je suis jamais allée en me disant je vais repérer pour le projet parce que j'ai jamais eu l'occasion. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Est-ce que c'était important pour toi aussi d'appuyer sur le retour d'expérience de Gédéon Pocha, donc détenteur du record sur l'allée simple? Est-ce qu'il y a des enseignements, des échanges que tu as pu avoir avec lui qui t'ont un peu peut-être ouvert les yeux sur des choses que tu aurais peut-être sous-estimées ou mal jugées? Ouais. Oui, ça m'a apporté cet échange, c'est clair, mais je pense qu'il y a beaucoup... Gédéon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et c'est vrai que c'était bien d'avoir son point de vue et savoir où il est passé, ça m'a servi, c'est clair, mais c'est pas ce qui m'a le plus impacté, je pense. Il y a d'autres témoignages, d'autres personnes qui m'ont parlé à des moments où j'en avais besoin, qui ont eu des gros impacts, je trouve, ouais. Tu as parlé des gens là qui allaient t'accompagner, des pacers sur le projet. C'est aussi important qu'il y ait quelqu'un qui soit au sommet,
qui soit apte à juger de ta lucidité pour redescendre, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais la descente est particulièrement périlleuse. En tout cas, il faut être bien certain d'être en plein contrôle. C'était aussi important d'avoir cette personne-là pour s'assurer que c'était envisageable en toute sécurité. Ouais, ça me rassurait, mais punaise, j'ai vu les vidéos. Wouah, je me suis pas rendu compte en fait en le faisant comme j'avais engagé. Et franchement, j'avais C'est hyper spectaculaire. des œillères, quoi. J'ai pas vu le vide. Mais il y a une partie de moi qui me dit, oh, c'est cool parce que là, tu es quand même allé sans réfléchir. Mais il y a une partie de moi qui se dit, ouais, c'est quand même pas cool de pas avoir sans réfléchir. Je suis arrivée sur la place du village, ma grand-mère, j'ai cru qu'elle allait faire un arrêt cardiaque, elle pleurait. Ah, j'ai cru que t'allais mourir, que t'allais tomber. Bon, elle m'a pas vue, elle était pas là-haut, hein, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça va, j'ai fait la pointe percée, j'ai pas fait les drues sans équipement, quoi. Et puis ouais, quand j'ai vu les images quelques jours après, j'ai fait quand même, ouais. Tu en parles dans le film, la pointe PC, on n'en a pas parlé encore, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui relate cette aventure. Tu as quand même eu un problème de famille quelques jours avant le départ, avant le 14 juillet. Est-ce que ça a pu remettre en cause, il y a ton oncle qui a eu un problème de santé, est-ce que ça a pu remettre en cause ton envie d'y aller? Ouais, carrément, les 3 jours avant, ça se passait pas bien à la maison. Et j'avais qu'une envie, c'était de rejoindre mon papa en Espagne et être avec mes cousins et mon oncle. Et la veille du record, ça allait pas du tout. Et je voulais me changer les idées en faisant un resto avec mes copains et en allant faire du parapente. Et moi, j'avais pas la tête dedans au décollage, j'étais pas concentrée, j'ai terminé dans un arbre. J'aurais pu me faire très mal, pareil, j'ai vu les images après, ça a été filmé. J'aurais pu me faire extrêmement mal. Et du coup, je suis rentrée à pied, j'étais toute courbaturée, j'arrivais plus à bouger la nuque. J'ai mon parapente qui est resté la nuit là-haut, dans l'arbre. Je suis pas arrivée à le démêler. Et j'ai appelé mes cousins et mon papa et je leur ai dit, mais en fait, là, le record, il est demain, mais je vais regarder les billets d'avion. En fait, je vous rejoins, je veux pas y aller, je vais fuir, quoi. Et je me sentais pas, j'avais pas les épaules, ouais. Et du coup, mon cousin, il m'a dit, tu sais, t'es pas obligé d'y aller, hein. Enfin, c'est pas grave, hein, nous, que tu y ailles ou pas, on t'aime pareil. Et puis de toute façon, même si tu craques et que tu finis en marchant comme tu peux parce que tes émotions ne te permettent pas de te faire mal, enfin, du moment que tu as pris le départ, pour nous, tu as gagné, quoi. Et en fait, le moment où il m'a dit ça, j'ai pris ma décision d'y aller. Et j'avais peur d'exploser quand même. J'avais peur de. Oui, je vivais un moment vraiment pas facile émotionnellement et j'avais peur que ça lâche. Et qu'au bout d'un moment, je me dise, mais pourquoi est-ce que je cours? Ça me fait chier. De toute façon, il y a plus grave dans la vie. Qu'est-ce que je me focalise sur la course à pied et que j'arrive pas à me faire mal physiquement parce que j'avais déjà trop de douleurs émotionnelles. Et en fait, le jour de la course, il y avait. Enfin, la veille, il y a le maire du village qui m'a appelé en pleurant, le gars de l'office qui me disait, Méris, tu sais, si tu veux annuler, c'est pas grave. Mes sponsors, ils me disaient tous, bah, annule, c'est pas grave. Et il me disait, ta famille, elle sera pas toujours là, la pointe percée, par contre, elle sera toujours là. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment failli annuler. J'ai encore plombé l'ambiance. Allez. Non, mais ça fait partie de la vie. Podcast, ça fait complètement partie de la vie. Et puis, effectivement, il n'y avait pas de problème à annuler. Ça reste secondaire par rapport à plein de choses qui touchent les siens. Je voulais parler de l'entourage un peu plus large. Donc, il y a malgré tout, et tu le dis aussi dans le film, il y a tout le village qui est derrière toi. Il y a une mobilisation qui t'a probablement un peu surprise et peut-être dépassée. T'as des soupapes un peu pour évacuer cette espèce de pression additionnelle, même si elle n'est que bienveillance. Est-ce qu'il y a un sujet de les décevoir eux, te décevoir toi pour eux? Enfin voilà, comment est-ce que tu apprécies tout ça? Est-ce que c'est aussi quand tu dis d'aller vite, enfin tu nous en parlais tout à l'heure sur le chrono, de pas non plus mettre 8 heures, est-ce que ça c'est aussi un peu pour eux? Ah ouais, mais c'était de la pression, je m'y attendais pas. En fait, ça, c'est un truc que j'avais pas du tout anticipé et j'étais pas prête. Et en fait, une course, une Coupe du Monde de skyrunning à je ne sais où, bah si je fais pas bien, ça engage que moi, quoi. C'est pas, y a personne qui est là, qui vient me voir. Enfin, c'est rare qu'il y ait des gens qui fassent le déplacement, qui viennent me voir en course. Ma famille, elle se déplace quasiment jamais. Des fois, ils regardent les lives, mais ils sont ultra détachés de ça. Même s'ils veulent que je sois contente, hein. Et là, sur les réseaux sociaux, on a fait des jeux concours, donc il y avait plein de gens qui m'écrivaient. Après, tous les gens, je pouvais pas aller acheter une baguette de pain sans qu'on en parle. Des gens, même pas qui c'était, enfin, des gens du village qui t'ont vu grandir, mais toi, t'as pas forcément retenu tous les noms en grandissant. Des
des gens que j'avais complètement perdu de vue qui m'ont souhaité bon courage, des amis d'enfance et compagnie à qui je parlais plus. Et ouais, ça m'a fait flipper aussi, quoi. Et je me suis dit, mais je vais les décevoir, déjà parce que c'est pas un projet qui est quand même incroyable comme un Mont Blanc, un Cervin. Et en plus, si je fais de la merde, ouais, je vais vraiment, moi, je vais me décevoir, mais je m'en fous, c'est pas grave, je sais gérer. Et en fait, décevoir les autres, je me suis rendu compte que je savais pas du tout gérer et que j'étais pas prête à ça. Et j'avais peur qu'en fait, ça m'enfonce et finalement, ça m'a boosté parce qu'on avait fait un groupe chat sur WhatsApp avec tous mes copains, ils étaient tous à fond, ils avaient trop envie d'être là ce jour-là, en fait. Et c'est je pense, qui m'a fait me donner, c'est que j'ai ma meilleure copine, Marion, qui avait un truc à Londres, elle est revenue exprès, direct, elle a pris l'avion, elle est venue. Des filles comme Élise Poncet, qui sont d'habitude mes concurrentes, qui sont montées au sommet avec des fumigènes. J'avais le garçon dont je te parlais plus tôt, Jorgen, qui était là. Mon frère, que j'avais jamais vu courir de sa vie, qui s'est mis à courir. Incroyable. Il préfère le parapente. Ouais. Et ça m'a transcendée, vraiment. Et j'ai eu beaucoup de monde avec moi sur le parcours. Donc ça aidait. Le début, j'avais des gars qui me suivaient en vélo. J'avais des caméramans, j'avais des pisseurs, j'avais sorti du village pendant 1 kilomètre, il y avait des cloches du monde de partout, les gens à leur balcon, c'était ouf. Et à un moment, je me suis retrouvée toute seule dans les bois, parce que il y a un épaisseur, je crois qu'il a pas compris où c'est qu'on devait se rejoindre. Et j'étais toute seule. Et là, je me suis un peu mise à penser, et puis je me suis un peu fait rattraper par cette histoire familiale et compagnie. Et je me suis dit, tu peux ralentir, il y a personne qui te voit. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, que je sois seule ou accompagnée, j'avais quand même vraiment envie de me rendre moi fière et de donner vraiment 100%. Et je crois que c'est le truc dont je suis le plus satisfaite, c'est de pas avoir ralenti dans toute cette longue montée là dans les bois. J'étais au rupteur, j'étais à bloc. Et tout le long, je me disais, mais tu vas jamais tenir, tu vas exploser. Mais de toute façon, là, t'es dans la zone rouge, quitte à exploser, voilà jusqu'où tu peux tenir jusqu'à ce que t'exploses, quoi. Enfin, là, de toute façon, tu vas lâcher. Donc foutu pour foutu, vas-y. Même en étant seule, j'ai continué à me mettre en rupteur, à me faire mal. Et en fait, j'étais bien toute seule. Je me suis dit, c'est cool, en fait, d'être seule et de se faire mal. Et là, je me prouve des choses qu'à moi-même. Il n'y a personne qui me regarde, mais j'aime vraiment ce que je suis en train de faire. Et ça m'a beaucoup appris sur moi-même, je pense. Qu'en fait, c'est cool d'être avec des gens et de le partager. Mais que quand même, à la base, je faisais les choses pour moi et j'aimais vraiment ça. Et j'avais pas besoin qu'on me voie pour me mettre des terres, quoi. Ça va vite, hein, on le voit bien dans le film. Est-ce que tu redoutais plus l'ascension ou la descente en soi? Est-ce que tu avais un peu réfléchi à ça? Ouais, la descente, ça va vite de s'emballer, de se faire une cheville et compagnie. Et puis après, il y a, une fois arrivé toute la fin de la descente technique, qui est joueuse, qui est des choses que j'adore, j'ai fait faire 9 bornes de plat sur le bitume et du plat descendant qui est traumatisant, ça tape, c'est dégueulasse, c'est horrible. J'ai horreur de ça. Et ouais, j'ai vraiment du mal et c'est vraiment ce que je redoutais. Et j'ai atteint le plat, je me suis dit là, c'est le début de la fin, ma grande, ça va pas être cadeau. Et là, par contre, il y avait zéro plaisir. Enfin, je me suis dit, là, tu fais pas ça pour le plaisir, là, tu te fais mal, quoi, jusqu'à la fin. Et je me suis fait sacrément mal. Iris, je veux bien qu'on rembobine un tout petit peu sur cette journée-là. Donc, c'était le 14 juillet, tu nous l'as dit. Si on te récupère là au sortir des premiers kilomètres de route et que tu es à l'amorce du cavé et de l'ascension finale, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu vis ce moment-là? Est-ce que tu es malgré tout dans le plaisir et dans le relâchement, ou tu as quand même un peu le nez sur ta montre? Est-ce que tu es quand même très focus et déterminé sur l'objectif? Je suis partie, je me suis emballée parce qu'il y avait plein de monde, donc je suis partie à fond. J'entendais même pas mon corps et ma propre respiration tellement ça faisait du bruit. Ça va faire plaisir à Théo d'Étienne, ça. J'ai regardé le cardio, j'étais déjà à bloc, j'ai fait oulala, ça va être compliqué de tenir cette allure-là. Et j'arrivais pas à ralentir, j'étais vraiment dans l'euphorie. Et je suis arrivée un peu je me suis dit, il faut quand même prendre soin de soi. Donc je me suis arrêtée à des fontaines parce qu'il faisait très très chaud. Je m'ai mouillée, j'ai pensé à bien me ravitailler, essayer de me relâcher. Et en fait, il y avait la copine de mon cousin, il y avait mes copains qui me suivaient en vélo, il y avait Lénie Volet qui courait avec moi. Enfin, et du coup, je savais que j'étais pas dans mes allures, que j'étais trop vite, mais j'étais contente. J'étais juste contente d'être là et que enfin ça soit parti, quoi, parce que j'avais
trop attendu, je m'étais trop tripoté le cerveau. Et là, je me dis, quand je suis en train de te dire ça, je me dis, mais pourquoi je m'étais tripoté le cerveau, Iris, tu allais courir de l'église à Pointe-Percée et tu revenais, il n'y avait pas de quoi en faire une montagne. Ouais, après, mes tantes et mes grands-mères qui me poursuivaient en voiture, qui klaxonnaient, qui sortaient les cloches de la fenêtre. Et en fait, ça me prend le sourire, j'ai trop envie de me marrer. Enfin, il y a un moment, il y avait un drapeau british qui était sur le bord de la route, qui criait. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, il y a mes athlètes qui sont venus me voir. En fait, je sais pas qui c'était, pourquoi il avait un drapeau british, mais il était là. Et ouais, mes anciens coachs de ski de fond, j'étais trop contente de les voir et j'avais trop envie de leur parler à tous. Et tout le monde me parlait, me donnait de l'énergie, donc ça, c'était cool. En fait, ce qui m'a plu dans toute cette partie, ça a été les extrêmes. Et je pense que c'est quelque chose qui me correspond assez, c'est que moi, je suis tout ou rien, je pense. Et ça a été vraiment l'extrême, l'euphorie du départ avec plein de monde. La vallée où il y avait beaucoup de monde, il y avait des voitures qui me suivaient, qui sortaient les cloches de la fenêtre. Il y avait des vélos, il y avait mes anciens entraîneurs de ski de fond ils étaient tous là, devant chez eux, parce que je suis passée devant toute la vallée, quoi, de là où j'ai grandi. Mmh. Et je suis arrivée sur le parking à la fin de la route. Et là, il y avait mes tatas, ma maman, la copine de mon cousin, des copains, enfin, tout le club de parapente. Et après, ça a été l'extrême inverse. Je me suis retrouvée vraiment seule. Toute seule, pas un bruit. Donc, c'est vraiment passé de l'euphorie du départ où il y avait des centaines de personnes. Toujours, on m'amenait du bruit, du monde. Il y a des gens qui me parlaient. Mais c'était plus des gens que je connaissais. Et donc, un peu plus intime quand même, mais tout aussi fort. D'un coup, plus rien. Et je savais que jusqu'au refuge, j'avais perdu le gars qui devait courir avec moi. Je me suis dit, je vais le retrouver au refuge, mais jusqu'au refuge, c'est quand même long. Et t'es dans les bois, c'est une partie qui est pas ultra technique. En plus, j'avais prévu de récupérer les bâtons pour un peu m'alléger musculairement. J'avais pas de bâton. Et vraiment seule. Et en fait, j'ai aussi vraiment apprécié cette partie seule. Je me suis rendu compte que j'adorais être entourée de gens qui me donnaient de l'énergie, mais que ma vraie motivation, elle venait de l'intérieur. Et qu'en fait, même si c'était du bonus, j'avais pas besoin de ça et j'étais capable de me dépasser pour me prouver des choses à moi. Et qu'après, de toute façon, j'allais retrouver des copains au refuge. Et après, au refuge, il y avait du monde, vachement moins que ce que je pensais. Et je pensais qu'au sommet, il y aurait plus ou moins personne. Et du coup, au refuge, j'ai retrouvé 2-3 copains, il y avait un peu de monde, c'était sympa. J'ai retrouvé un pacer, voilà, en chemin. Et après, il y a eu l'ascension, où pareil, j'étais toute seule avec Jérémy Gachet, je sais pas si tu connais, qui fait des Spartan Race. Mmh. On était bien tous les deux. Il me racontait des conneries, moi j'arrivais pas à parler, j'avais le cœur dans la bouche. Et là, je l'écoutais, j'avais envie de rire. Et au sommet, il y avait pas énormément de monde, mais quand même du monde. Et en fait, c'est un engouement. Enfin, j'ai vraiment senti qu'ils étaient heureux de me voir, et c'est vraiment des personnes qui je tiens. Il y avait le Jean-Paul, qui est le premier homme qui m'a amené au sommet de la Pointe-Percée quand j'avais 10 ans. C'était mon premier entraîneur de ski de fond. Et C'est lui qui l'a fait entre 500 et 1000 fois, là, c'est ça? c'est Qu'on lui. voit dans le documentaire? Ouais. Et c'est quelqu'un qui est ultra réservé, discret, et en fait, de l'avoir là-haut, incroyable. J'ai signé le livre, j'ai vu qu'il m'avait fait un petit dessin et tout. Ils avaient dessiné la Pointe-Percée, l'église, ma petite plume, ils m'avaient dessiné sur les cailloux, c'était trop chou. Ils avaient sorti des fumigènes de je ne sais où, enfin, et c'était... Ah, mais j'avais l'impression de vivre une arrivée de l'UTMB, alors qu'en fait, en plus, j'étais pas arrivée parce qu'il me restait le plus dur, la descente. Mais c'était vraiment un moment spécial, et là, je me suis dit, je suis trop contente de partager ça, en fait, avec les gens qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont impliqués dans mon projet sportif. Il y avait Martin Gaffuri, que tu dois connaître, le copain de Nick Croft, ouais. Mmh. Et je suis redescendue avec Martin. Je voulais lui pour la descente de toute façon, parce que Martin, c'est quelqu'un à qui je fais confiance les yeux fermés. Il m'a laissé faire l'arête, après il m'a récupéré et je me suis mis dans ses pas, et il m'a drivé, mais de manière incroyable. Et j'avais vraiment l'impression pleinement profiter de l'instant, mais d'un autre côté d'être un robot, quoi. Je me suis pas posé de questions, j'y suis allée comme rarement j'y suis allée en compétition. Et j'avais envie vraiment d'aller vite. Et en fait, ça m'a fait réaliser, souvent en compétition, on veut un résultat, on veut être devant quelqu'un, on veut un chrono.
Mais on oublie de se focaliser vraiment sur mettre un pied devant l'autre de la manière la plus efficace. Et là, j'ai vraiment fait ça sans lâcher le focus, en restant concentré de manière optimale pendant toute cette descente, jusqu'à retrouver le parking du début du goudron. Et donc ça, Et finir en voiture. Ouais. Et là, ça a été un peu retour à la réalité, quoi. Je me suis un peu déconcentrée un petit moment, parce qu'il y avait à nouveau plein de monde et compagnie qui me racontaient des bêtises. Et par contre, pareil, Martin, il m'a redrivé, il m'a dit ouais, non, mais là, par contre, Iris, tu te fais mal, quoi. Et tu y vas. Et c'est vrai que j'avais besoin d'entendre ça. Et je me suis fait mal, j'y suis allée, j'ai récupéré mon frère quelques mètres plus loin. Il a commencé à courir avec moi et j'arrivais pas à le lâcher. Et alors ça, j'étais pas contente. Il y a quel moment, j'arrive pas à courir plus vite, j'allais à fond. Et j'arrivais pas à courir plus vite que lui. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a reboosté. Il va t'en parler pendant 10 ans, c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Et mon frère, il court jamais. Alors encore moins sur du goudron. Il aime pas courir si c'est pas pour aller faire du parapente ou du base jump ou ce genre de choses très intelligentes. Et il a couru avec moi jusqu'au village et c'était incroyable. Ça m'a transcendé encore une fois. Et en fait, tout le long, je me suis dit, tu vas exploser. Enfin, j'étais réaliste, tu vas exploser, c'est pas grave, mais de toute façon, maintenant que t'es lancé, continue. Et en fait, j'ai jamais explosé. Et je pense que là, si demain tu me dis, je serai en meilleure forme parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça que j'avais repris le sport après avoir fait 3 mois d'arrêt complet avec ma blessure et compagnie. Mais là, je sais pas si je serais capable de faire mieux que ça, quoi. Mais vraiment, je sais pas si je suis capable de faire une course aussi pleine et de m'engager autant pleinement dans un effort, même sur un même profil, même sur une Coupe du Monde, même sur des championnats du monde, j'ai un doute. Mais d'un autre côté, je l'accepte pleinement et je suis contente de ce que j'ai fait, mais ça m'a fait passer un cap dans la tête, mais je me suis dit, punaise, pour vraiment arriver à être autant focus sur un effort de 4h30, il en faut, et je suis pas sûre d'arriver à le retrouver tout le temps, quoi. C'est un terme qu'on entend parfois, mais c'est le supplément d'âme. Je pense qu'il y avait tout, justement, là, pour que tu ailles chercher supplément d'âme, par le contexte, par l'environnement. Ouais, c'est clair. Et j'avais ton entourage. Rarement vécu des choses aussi fortes. Et vraiment d'avoir eu la sensation d'être allé au bout du truc. Tu sais, on a toujours un petit, en fin de course, oui, mais est-ce que si j'avais mieux géré mes ravitaillements, mes allures, est-ce que si... Et là, il y avait Toi, tu changes rien à la course? Non, je changerais rien. Hein. Tu poses donc la première marque et le chrono de référence hommes et femmes confondus, donc avec 3h36. Est-ce que c'est de la fierté que tu ressens en arrivant là quand tu es sur le parvis de l'église et que tu reviens au-delà du plaisir de te retrouver avec une bière dans la main, je pense? Est-ce que c'est la fierté qui prend le dessus ou c'est plutôt un plaisir très simple et du bonheur? Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'ego. C'est pas j'ai gagné, c'est... J'étais soulagée que ça soit fini parce que j'avais tellement peur d'exploser à cause de ces émotions négatives, de m'être fait bouffer par le stress et puis ma situation familiale, que je me suis dit, punaise, c'est bon, c'est terminé. En fait, les 2 jours d'avant, c'était ça. J'avais juste envie que ça soit fini, en fait. J'avais pas envie de le faire. J'avais envie que ça soit fait. Et là, je me suis dit, bon, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Et en fait, il y avait tellement de monde qui était content d'être là. Et je me suis dit, mais c'est trop bien parce qu'en fait, ils sont juste heureux d'être ici et de partager un moment. Et voix direct, on m'attendait avec... c'était même plus un verre de Suze, c'était un seau de Suze. Tout le monde était content et j'étais vraiment heureux de partager ça avec eux. Et c'était pas de ce que j'avais fait moi, c'était vraiment d'avoir eu autant de gens qui se sont impliqués dans le truc qui me rendait heureuse, je pense. Est-ce que tu as le sentiment que ça a évolué d'une certaine façon, le regard qu'il pouvait porter sur toi? Parce que ton frère le dit dans le docu aussi, il y a peut-être une mésestime ou une sous-estimation de tes capacités, ton niveau, etc. Alors là, c'est un exercice un peu différent, mais est-ce que tu penses que ça a quand même forcé leur admiration? Ouais, mais c'est presque des fois, ça me dérange quand on me dit « Ah, bravo, t'as fait la pointe percée ». Je suis là, ouais, les gars, mais la première fois, j'avais 10 ans, hein, c'est la montagne. Et les gens, ils sont, ah, ouais, t'as fait 30 km et 2000 et quelques dénivelés. Ça veut dire, mais j'ai fait bien plus long, bien plus dur, bien plus en altitude, bien plus technique, tout ce que tu veux. Et en fait, ça passe incognito. Mais là, vu que c'était un projet qui a été fait avec le cœur, ça les a marqués. Et du coup, je suis contente que
que les gens le remarquent, mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est bidon quand même, enfin, ce que j'ai fait. Enfin, je fais ça tous les week-ends, quoi. Pas avec le même engagement, peut-être. Pas avec le même engagement, mais en termes de distance, de ratio dénivelé, de difficulté, il y avait rien d'exceptionnel. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que c'est des gens qui l'ont remarqué, c'est des gens qui se seraient jamais intéressés à ce sport ou à ce genre de choses. Et là, en fait, c'est moi qui leur ai amené. Et je ne les ai pas amenés seuls, en plus, je leur ai amenés avec toute cette équipe que j'avais autour de moi. Et ça, c'est ce qui rend le truc spécial, ouais. Ils parlaient tous de ça avant à la boulangerie. Maintenant que tu retournes à la boulangerie, ils te parlent tous de ça encore après. Ouais. Et les gens, maintenant, ils connaissent Iris, c'est parce qu'elle a fait la pointe percée, quoi. Du coup, ça me fait un peu rire parce que, c'est pas du tout quelque chose que je mettrais en première ligne dans un CV sportif. Et pourtant, en termes de moi, de mes courses de cœur, c'est ce que je mettrais en premier. Et je sais que c'est ce que les gens vont retenir de moi, alors qu'en fait, à la base, je faisais juste chier mon copain avec la pointe percée, histoire de faire la chauvine, quoi. Et puis on en est arrivé là, et c'est un peu drôle, et je me dis, mais ça, c'est des genre de trucs, ça arrive qu'une fois. Enfin, j'ai peut-être d'autres projets en tête et compagnie, mais ce sera jamais pareil. S'il y en avait qu'une, quelle image tu retiens? Attention, tu vas te faire des ennemis. Hein. Ouais, je vais me faire des ennemis. J'arrive pas à savoir si c'est le départ, l'arrivée, le sommet. Mais non, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça a été ultra complexe et varié. Et je pense que c'est ce que Alex a voulu mettre en avant dans le film, c'est vraiment, ça a été des extrêmes, ça a été des hauts très hauts, des bas très bas, de la solitude, des moments accompagnés. Et en fait, je prends tout. Enfin, je peux pas retenir qu'une chose. Parce que ce qui fait que ça a été beau, c'est que c'était singulier. En fait. Est-ce que tu sais si ce record, il a déjà fait des émules ou s'il a aiguisé des appétits? Ouais, il y en a pas mal qui m'ont demandé déjà pourquoi c'est pas sur Strava. Alors, je ne suis pas sur Strava. Et j'ai hésité à me mettre sur Strava pour ce jour-là et j'ai refusé. On l'a même pas mis sur le site FKT, je crois. Parce qu'en fait, je pense pas que ça m'apporte grand-chose. Mais on m'a demandé la trace GPS et je sais qu'il y en a qui s'y sont collés et pour le moment, personne n'a fait mieux. Wow. Pas à ce que je sache. Peut-être que... Tu l'aurais su probablement. Iris, il y a un film dont on a parlé plusieurs fois qui relate ce record, La Pointe Percée, donc tout le monde appréciera le jeu de mots évidemment. Il a été diffusé dans le cadre du festival Le Trail fait son cinéma. J'ai eu la chance de le voir. Le festival est actuellement en tournée en France. Est-ce que tu es heureuse du résultat? Moi, je t'avais écrit juste après pour te dire que je trouvais qu'il était très conforme à ta personne, en fait, à ce que tu es, en termes d'énergie, de ta personnalité, ce que ça dégage, qu'il y avait des partis pris de réalisation qui étaient très originaux, je trouve, dans ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Je trouvais qu'il était singulier dans son approche et très fidèle à ta personnalité. Est-ce que tu le ressens de la même façon? Moi, j'étais dans plusieurs films quand même, que ce soit des films qui étaient centrés que sur moi, des films portraits ou des films avec d'autres athlètes. Et lui, c'est celui que j'ai le plus aimé parce que la manière dont il a été fait, en fait, en collaboration avec mon copain Alex et mon frère jumeau. Quand je dis mon copain, c'est mon ami. Hein. Pas de méprise. J'aimerais remercier pas les rumeurs. D'ailleurs de me le prêter aussi souvent. Je l'ai toujours rendu. Et ouais, on a pris notre temps. Je déteste les photoshoots, les vidéoshoots et compagnie, mais avec Alex, c'est jamais une contrainte. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce que je n'aime pas ça. Mais avec lui, c'est du bonheur de faire ça. On s'est régalé et il m'a jamais forcé. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas forcément voulu m'ouvrir. Il n'a pas forcé. Il y a des choses, c'est venu naturellement. Il en a pas fait trop. Il en a pas fait. Il pas. était à sa place. Ouais, il a mis des. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il m'a fait une bande dessinée. Il m'a dessiné en lapin crétin et en fait, le lapin crétin, on me reconnaît tellement. Enfin, plein de petits trucs comme ça. C'était le lapin qui saute en parachute. Ouais. Est-ce que tu vas être sur des dates là du festival? C'est prévu ou ton agenda ne le permet pas? C'est compliqué, ouais. Peut-être Genève, si j'arrive à me libérer du travail, mais c'est pas sûr. Et en fait, j'aurais aimé faire la finale à Annecy, mais ça tombe pendant une Coupe du Monde de skyrunning et je crois que il faut que je retourne courir à un moment donné quand même. Donc ouais, c'est ce qui me déçoit, tu vois, c'est de pas pouvoir partager ça avec le public. En tout cas, je recommande à tout le monde d'aller jeter un œil à la programmation globale du festival qui est très chouette et puis à ton film aussi qui est extrêmement réussi. Iris, merci d'avoir partagé avec nous cette course épique. La suite de ta semaine, là, c'est les championnats d'Europe. On l'a compris. C'est quoi les rendez-vous sportifs là? Qu'est-ce que tu attends avec le plus d'impatience et d'excitation sur 2025? Sur 2025 d'un point de vue professionnel, c'est les Jeux Olympiques à Cortina, où j'aimerais emmener mes athlètes.
Et d'un point de vue personnel, j'ai tellement l'hiver, j'arrive pas à me projeter. En fait, je suis dans la saison de mes athlètes, c'est pas dans la mienne. Mais ouais, j'aimerais refaire de la Coupe du Monde de skyrunning, peut-être les mondiaux, enfin faire les qualifications pour les mondiaux FFA. Peut-être un record de projet en parapente et course à pied, et ça c'est à définir. On travaille un peu sur le sujet, mais c'est dur à mettre en place. La haute montagne et le parapente, il y a beaucoup de paramètres, donc fixer des dates et compagnie, c'est compliqué. Voilà, me faire plaisir. Tu seras bien occupé en tout cas. Ouais, je vais m'occuper. On peut te faire j'ai confiance. pas mal d'idées, mais il y a rien d'écrit encore. Mais c'est juste que j'ai ma première Coupe du Monde dans cette semaine. C'est très vite là. Et après, par contre, j'ai pas sur le long terme. On verra bien. Tu retomberas sur tes pattes, c'est sûr. Ouais. Iris, c'est la dernière question du podcast, malheureusement. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère, qui illustre ta philosophie de vie, la façon dont tu vois ta pratique? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une phrase de ta création ou déjà existante que tu voudrais partager avec nous? Ouais, je le dis beaucoup dans mon coaching à mes athlètes. C'est en anglais. Je sais pas trop comment le traduire en français. C'est fake it till you make it. C'est fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est peut-être parce que tu fais pas bien quelque chose qu'il faut pas le faire. Donc fais semblant de bien le faire et puis un jour tu y arriveras bien, quoi. Et je leur dis beaucoup sur le tir, tu vois, quand ils arrivent pas à rentrer les 5 balles, je leur dis fais semblant de savoir faire, tu vois. Et des fois c'est des blocs, puis je le fais et je pense ouais, c'est un truc qui a pas besoin d'être parfait en fait pour y arriver, faut juste se lancer, quoi. Le oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce de Jean-Claude Duss, il marche pas mal aussi dans un registre c'est un peu pas très éloigné. Ouais. Non, j'aime bien mieux vaut pas de cuillère que pas de soupe. Ah, c'est bien. C'est pas mal, je la connaissais pas. Ouais, bah voilà. Je la garde aussi. C'est vrai, des fois on se plaint qu'on n'a pas de cuillère, mais on pourrait pas avoir de soupe, donc autant pas avoir de cuillère. Quitte à choisir. Merci beaucoup, en tout cas Iris, c'était un super moment, comme d'habitude à chaque fois que j'ai le plaisir de te croiser. Merci d'avoir partagé avec nous donc ce record dont on a compris combien il était riche de sens pour toi, il dépassait très largement le seul cadre sportif. Merci pour ton énergie, ta spontanéité qui sont très précieuses. C'était un super moment à nouveau. Voilà, je suis sûr que nos auditeurs ont passé un très chouette moment en ta compagnie. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour tout ce qui se dessine pour toi. Il y aura plein de belles occasions d'entendre parler de toi cette année, j'en suis certain. Prends soin de toi, surtout. Puis désolée si je m'éparpille un peu des fois, j'ai l'impression d'avoir répondu à côté de la plaque encore. Mais... C'était parfait. Clair comme de l'eau de roche. Très bien. Salut Iris, à bientôt. Salut, bonne soirée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de course épique.